Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Talk MBMCI, votre rendez-vous mensuel du matin. Vous voyez, donc il est 9 heures, on est bien, on est entre nous, on est avec Fred Cavazza. Bonjour Fred, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, merci. Merci pour cette invitation. Bah, écoute, merci surtout à toi de répondre systématiquement présent, puisque donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Frédéric Cavazza, depuis plus de 20 ans, tu es, on va dire notre chroniqueur, hein, c'est ça, notre chroniqueur du digital. D'ailleurs, ça me permet de faire une super transition parce que ça fait 19 ans que tous les ans, enfin qu'à chaque fin d'année, tu fais tes prédictions pour l'année à venir. C'est Mm. ça, hein? Ouais, c'est bien ça, effectivement. J'essaie de me plier à l'exercice, d'essayer de voir un petit peu plus loin. Oui. Bon, tu n'es pas, évidemment, tu n'es pas que chroniqueur, ça c'est pour, c'est entre nous. Tu es consultant, spécialiste de technologie et des usages numériques, également conférencier, blogueur, je l'ai dit avec ton blog effectivement, fredcavaza.net, qui je pense doit être peut-être un des plus anciens encore en activité, qui traite du digital et du marketing digital. Hein. Il y a de ça, Fred. Hein. Ça fait plus de 20 ans que je le rédige. J'ai publié plus de 4000 articles dessus. Donc oui, ça commence à dater, effectivement. 2 décennies. ChatGPT n'a qu'à bien se tenir hein, avant de rattraper effectivement Mm. ton blog. Justement, donc je parlais de tes prédictions pour 2024. Donc j'invite tous ceux qui nous regardent à aller sur ton blog et donc à regarder le billet que tu as écrit donc en décembre qui s'appelle Mes 10 prédictions pour 2024 avec une splendide photo du pape François qui nous dit l'IA est autant un risque qu'une promesse en tenant on va dire une encyclique IA Act. Ça aussi Mais c'est pour la blague. le Vatican a publié une déclaration officielle en fin d'année dernière, hein, sur l'intelligence artificielle et la façon dont l'impact que ça va avoir sur l'humanité. Non, c'est véridique, hein, je ne l'ai pas inventé, ça. Alors effectivement c'est véridique parce que donc en fait, tous les pans de la société sont concernés par l'intelligence artificielle. Et donc, justement, dans ces prédictions pour 2024, elles sont forcément très impactées par l'IA et notamment les IA génératives. Et donc, ce qu'on vous propose ce matin avec Fred, c'est effectivement de recentrer en fait tout notre propos autour de l'IA. Pour les 10 prédictions, allez voir sur le blog de Fred. On va pas vous refaire la version orale de son blog. On va quand même peut-être approfondir ce qu'il y a sur l'IA. Donc, je sais que d'habitude, sur les talks MBMCI, on essaie de beaucoup vulgariser et de faire preuve de pédagogie. On va continuer à respecter ce mantra dans ce talk, mais peut-être qu'à un moment, ça peut être jargonneux. On va essayer. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, à poser toutes vos questions, vos remarques dans le chat, parce que forcément, Fred, et ça va être le moment où je te fais la passe en arrière, la passe de rugby, Hmm. c'est que forcément pour parler d'IA, il faut d'abord qu'on parle de tech et notamment de modèles de fondation. Pourquoi c'est aussi important ces modèles de fondation? En fait, le cœur de l'intelligence artificielle, du moins de l'intelligence artificielle moderne, telle qu'on le fait en ce moment, celle qui occupe le devant de la scène, ce sont les IA génératives. Et le cœur du réacteur, c'est les modèles de fondation. Donc c'est vraiment la couche profonde de l'intelligence artificielle. C'est là-dessus que se sont concentrés tous les efforts l'an dernier. Donc si on veut essayer de prévoir, on va pas dire prédire, mais de prévoir ce qui va se passer en 2024, on a un certain nombre de points à adresser, du moins un certain nombre de directions dans lesquelles on va essayer d'observer. Et une des premières directions, ce sont comment évoluent ces fameux modèles de fondation. Donc c'est vraiment encore une fois, c'est pas une base de données, c'est pas un algorithme, c'est une espèce de base de connaissances qui va servir en fait aux IA génératives pour pouvoir faire tout ce qu'elles ont à faire, que ce soit générer des choses ou autre. Donc en 2023, ce qu'ont essayé de faire les grands éditeurs, en fait, c'est d'avoir le plus gros modèle de fondation possible. Donc on a vu une espèce de course à l'échalote, parce que chacun essayait en faire de lancer son modèle de fondation. J'ai un petit schéma qui résume bien ça. Vous allez voir, c'est assez rigolo de voir cette espèce de course qui a été menée sur les dernières années.
En fait, le principe des IA génératives existe depuis 4-5 ans, simplement ce n'était pas accessible au grand public. Depuis, allez, fin 2022 et surtout en 2023, ça a été rendu accessible, donc dévoilé au grand public, avec des médias qui se sont passionnés pour le sujet et avec l'espèce d'obsession qui était de dire qui a le plus gros. Donc, qui a le plus gros modèle de fondation. Donc, à ce petit jeu-là, ce sont les sociétés qui ont le plus d'argent qui ont remporté cette course. Donc, on l'a vu notamment avec OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, qui a lancé l'an dernier GPT-4, soi-disant avec 1,5 trilliard, donc 1500 milliards de paramètres. Donc là, on est vraiment à l'apogée on va dire, du plus gros modèle de fondation. Ouais, parce que Fred, justement, pardon, je te coupe, mais ce qu'il faut également rappeler, c'est que OpenAI, donc via ChatGPT, en fait, a dégainé le premier dans l'outil grand public, dans la démocratisation. Oui, mais technologiquement parlant, en fait, ils sont tous à peu près au même niveau, parce que tu disais la course à l'armement, mais en fait, ils ont tous des énormes modèles de fondation. Enfin, quand je dis tous, hein, les GAFAM, simplement, la question se posait à quel moment on met ça sur le marché, parce que forcément, il y a un revers de bâton, quoi. Ah, effectivement, en fait, tout le génie ou toute la perfidie d'OpenAI, c'est d'avoir lancé au grand public en fait un outil extrêmement puissant qui est ChatGPT, là où les autres étaient un petit peu réticents en se disant ça va être, c'est pas que ça va être compliqué, mais ça va être perturbant peut-être pour un utilisateur lambda qui n'est pas forcément prêt à comprendre ce que sont les IA génératives, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut pas faire avec. Là où, voilà, chez OpenAI, ils se sont posés aucune question, ils ont lancé le truc, ils ont lancé les offres payantes, et voilà. Donc, c'est le côté, on peut dire, cow-boy de Sam Altman. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi, on va dire les atermoiements à la tête d'OpenAI l'année dernière, c'est ça, c'est que en fait Sam Altman, c'est aussi un génie du marketing et puis on va dire, c'est la version ultime du test and learn. Effectivement, c'est vraiment la mentalité de la Silicon Valley, c'est des têtes brûlées, ils foncent sans se poser de questions et puis on verra bien ce que ça donne. Et donc tu nous dis dans tes prédictions que donc justement sur ces modèles de fondation, en 2024, ça va être l'année de l'optimisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Et effectivement, parce que autant en 2023, il fallait avoir la plus grosse, donc les plus gros modèles de fondation, ceux qui sont capables de prendre en compte des milliers de milliards de paramètres, littéralement. Problème, on est en 2024, l'énergie coûte cher parce qu'on a la guerre en Ukraine qui perturbe tout, on a l'approvisionnement en charbon, en gaz, en tout ce que tu veux, les centrales nucléaires qui sont sous tension. Donc, plus le modèle de fondation est gros, plus ça requiert de l'énergie, à la fois pour créer le modèle et à la fois pour le faire tourner. Donc aujourd'hui, se pose la question de est-ce qu'on a besoin d'avoir des aussi gros modèles et est-ce qu'on ne peut pas faire différemment? Et c'est là où effectivement, où on a des éditeurs un petit peu plus malins qui proposent d'autres approches. On a notamment Meta qui a lancé des déclinaisons beaucoup plus petites de ces modèles de fondation, Llama étant leur modèle, le modèle de référence. Donc ils en ont lancé une version avec des centaines de milliards de paramètres. Ils en ont lancé une version beaucoup plus petite qui apporte un ratio tout à fait intéressant en termes de performance, de qualité de rendu et de performance. L'important, c'est le ratio. C'est comme si vous me disiez, est-ce qu'une Porsche, c'est mieux qu'une Clio? Ça dépend. Une Porsche, c'est plus rapide. Une 911, maintenant, ça consomme beaucoup plus d'énergie, c'est compliqué à conduire, c'est plus cher à assurer. Enfin, voilà, au quotidien, c'est pas forcément simple. Donc, la notion de est-ce que c'est mieux, elle est ambivalente. C'est compliqué de répondre à cette question. Pour les intelligences artificielles, c'est la même chose. Est-ce que c'est celle qui a le plus gros modèle de fondation qui est la meilleure? Tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous avez un budget illimité, ce qui est extrêmement rare en ce moment, effectivement, vous pouvez dégainer des modèles avec des milliers de milliards de paramètres. Sinon, il va falloir optimiser. Et c'est là où, effectivement, on a des approches intéressantes. Donc, on a d'un côté Meta, avec un modèle optimisé qui repose sur Llama. On a Microsoft qui a lancé également différents modèles optimisés, dont Phi 2. Et on a les Français de Mistral qui ont lancé quelque chose de tout à fait intéressant. C'est une nouvelle approche en fait des modèles de fondation. Non seulement ils ont optimisé le modèle, mais ils l'ont également scindé. Donc, j'ai un schéma qui explique bien ça. Il repose sur un principe qui est ils appellent ça le mixture of experts, donc un mélange d'experts, littéralement. L'idée, en fait, c'est de dire que plutôt que d'avoir un énorme modèle
qui est censé tout savoir et tout faire. Eux, ils ont une approche en fait où ils ont divisé, ils ont un package en fait, une équipe de 8 experts, dont un en entrée qui va comprendre le besoin de l'utilisateur et qui va l'orienter vers un binôme d'experts qui va être spécialisé soit dans le traitement du langage, soit dans le traitement de la parole, soit dans le traitement des images, soit dans le traitement des données. Et on va avoir comme ça on va dire une intelligence artificielle qui apporte une très bonne qualité, mais qui consomme beaucoup moins d'énergie et qui est plus rapide à faire tourner. Parce qu'on va faire travailler ensemble ou en concurrence, puisque ce sont des pairs, en fait, des modèles qui travaillent de pair pour pouvoir fournir la meilleure réponse possible. Moi, j'aimais bien Je vous rassure, ceci était l'explication la plus complexe de cette voilà. Voilà. Là, on a atteint le pic de la complexité, mais c'est important de le préciser parce que je sais qu'en France, on adore critiquer tout ce qui vient de la France et on adore dire « Ah, les Français, ils sont largués ». Voilà, on a cette obsession pour la Silicon Valley, mais détrompez-vous. En France, on n'a pas les mêmes moyens qu'en Silicon Valley. Par contre, on a des cerveaux qui fonctionnent extrêmement bien et on a un produit qui tient la route avec Mistral, ce modèle français qui a c'est une autre approche on va dire de l'IA générative avec ce principe d'équipe d'experts qui fonctionne tout à fait bien. Et je pense qu'en 2024, ça va être ça le but de la manœuvre, non pas d'avoir le plus gros modèle possible parce que ça coûte de l'argent et c'est long à entraîner, mais avoir des modèles optimisés, voire ultra optimisés. Et on en arrive à parler de Google, qui a lancé en fin d'année dernière, à son tour, son modèle de fondation qui s'appelle Gemini, enfin un nouveau modèle, qui est livré en plusieurs tailles. Ils ont une taille ultra, donc pour concurrencer GPT-4, mais ils ont également une taille nano pour pouvoir embarquer en fait ce modèle dans un smartphone. Et les nouveaux smartphones de chez Google, notamment les Pixel 8, ils ont la possibilité de faire tourner en local les modèles, et ça, c'est extrêmement important. Donc, plutôt que de dire, avec mon ordinateur ou mon smartphone, j'envoie une demande dans les nuages, dans le cloud, et je fais tourner des data centers pour pouvoir exploiter un modèle extrêmement large, mais non, la demande, elle est traitée en local, au niveau de l'ordinateur ou du smartphone, et ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'optimiser de façon drastique la consommation d'énergie. Moi, Fred, j'aimais bien ta métaphore avec les voitures, avec la Twingo et la Porsche. Pour se référer à la science-fiction, qui aussi sert de bons exemples, on peut dire qu'en fait, le Skynet de Terminator, cette intelligence artificielle omnisciente, omnipuissante, c'est pas le modèle vers lequel on va. On est plutôt sur des intelligences artificielles, comme tu le disais, hyper spécialisées, plus petites, autonomes, qui vont correspondre à des usages. Donc finalement, là où 2023, c'était l'autoroute, maintenant on va peut-être aller plutôt sur les chemins de traverse qui correspondent à ces fameux usages. C'est le modèle Mistral gagnant. Disons que le marché va se scinder. Il y aura d'un côté ceux qui font la course à la puissance, à la performance, mais pour ça, il faut beaucoup d'argent et il n'y a que les Américains ou les Chinois pour pouvoir y arriver. Et de l'autre, la course à l'efficience, où là, effectivement, on va essayer de travailler l'optimisation, voire la suroptimisation avec d'autres types d'architecture. Et les Français de Mistral sont très, très bien placés pour ça. Ils sont reconnus. Il faut croire en la France. C'est important. En tout cas, ouais. En tout cas, Mistral, c'est effectivement un nom à surveiller. Et puis, bon, la question, c'est pas pour faire du French bashing, c'est combien de temps ils vont rester français, parce que forcément, quand la question du changement d'échelle va se poser, je crois que la question, elle est déjà répondue. Elle est déjà répondue. Mais bon, on va faire comme si. Des capitaux étrangers, mais ne gâchons pas notre plaisir de dire voilà, on a des cerveaux en France qui fonctionnent bien, qui ont une autre approche et qui est tout à fait légitime. Exactement. Donc, comme nous dit Thomas, beaucoup d'attentes sur Mistral, en effet, mais pas que. Il y a aussi tout un tas d'entreprises, de startups dont on ne connaît pas le nom aujourd'hui parce que ils sont en B2B ou alors ils travaillent en sous-traitance des gros. Donc, si 2023 c'était. En Allemagne aussi, il y en a. Et en Allemagne, exactement. En Europe, voilà, en Europe, il y a une carte à jouer en Europe. Et d'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard quand on parlera justement des IA Act et de la réglementation, là où les Européens essaient d'être avant-gardistes, en tout cas d'anticiper. Pour une fois, effectivement, ça serait une bonne chose. Donc, là, tu me parlais effectivement des modèles de fondation. Maintenant, si on revient
on va dire, sur nos usages, nous, au quotidien. Parce que tu vois, tu dis Gemini, mais en fait, Gemini, moi, en tant qu'utilisateur des services Google, je vois pas ce que c'est. Moi, c'est plutôt l'assistant, c'est plutôt Bard. Donc, quels sont le lien, tu vois, ou Copilot avec Microsoft. Quel est le lien avec mon quotidien? Le lien, c'est qu'en fait, j'ai expliqué tout à l'heure que pour bien comprendre où allait le marché de l'IA, il fallait regarder dans différentes directions. Une direction possible, c'est les modèles de fondation, donc les couches basses. Une autre direction, ce sont les modèles spécialisés. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc, en 2023, on a surtout beaucoup parlé des LLM, donc des modèles de langage, ceux qui sont capables de traiter les contenus textuels. On va également avoir des progrès, à mon avis, qui vont arriver dans les LVM, donc les modèles de vision, ceux qui sont capables de traiter tous les contenus visuels, que ce soit les images ou les vidéos. On va parler également de LSM, donc avec le Large Speech Model, donc les modèles de vocaux, avec la possibilité de synthétiser, de reproduire ou de mieux comprendre, on va dire, tout ce qui est parlé. Autant l'anglais, pas de problème, l'espagnol, pas de problème. Dès qu'on commence à aller sur des langues un petit peu plus complexes, avec beaucoup de règles, comme l'italien, le français, avec des accents particuliers, là, on a encore un petit peu de travail à faire. Donc, c'est là-dessus qu'on va se diriger sur les modèles spécialisés. La couche basse, c'est les modèles de fondation. La couche d'au-dessus, c'est les modèles spécialisés. Et la couche visible, donc la partie visible de l'iceberg, ce sont les services auxquels sont associées en fait ces couches basses. Donc en gros, ce que toi et moi, on peut manipuler et ce qui va nous servir au quotidien. Donc chez OpenAI, c'est ChatGPT, donc concrètement c'est un site web qui nous permet d'interagir. Chez Google, c'est Bard pour la version grand public ou c'est Duet pour la version entreprise. Chez Microsoft, c'est Copilot ou Copilot Pro. Donc on a on va dire ces assistants qui sont là pour répondre à nos besoins. Et c'est des interfaces, c'est ça, on peut dire c'est des interfaces. C'est tout à fait des interfaces, c'est tout à fait ça. Avec une très grande complication, c'est que ça fait grosso modo 40 ans que notre façon à nous d'interagir avec l'outil informatique, c'est avec un clavier, une souris, des menus, des boutons, des liens. Éventuellement, sur un smartphone, on a remplacé le clavier par un clavier virtuel et la souris par un écran tactile, mais c'était le paradigme, en fait, des menus, des boutons, des liens, et ainsi de suite. Là, on nous confronte à une boîte de dialogue, c'est plus une interface graphique, c'est une interface conversationnelle, et ça pose problème, parce on a des utilisateurs qui sont perturbés, parce que c'est normal, ça fait plusieurs décennies qu'on a affaire à des interfaces graphiques, et là, avec l'interface conversationnelle, tout de suite, c'est plus compliqué. Donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'essayer d'avoir des interfaces qui soient plus simples à appréhender. C'est ce que propose notamment Bard chez Google ou Copilot chez Microsoft, c'est d'avoir une couche graphique par-dessus cette interface conversationnelle pour vous aider à dire ce dont vous avez besoin et comment vous le voulez. Donc autant à ChatGPT, il est très très raide, parce que c'est en gros, vous arrivez dans la boutique, on vous dit, vous voulez quoi? Je ne sais pas ce que je veux. Voilà. Autant sur Copilot, on vous dit, voilà, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Sur Bard, on vous dit, voilà la réponse, comment vous voulez l'optimiser. Voilà. Donc, on essaye de faire en sorte que ça se passe mieux. Fred, tu nous disais donc que 2023, c'était l'année du relancement des assistants, hein, dont on s'était un petit peu lassé, parce que finalement, tu vois, le OK Google, le Siri, c'était très bien, mais c'était un peu gadget, tu vois. Et là, maintenant, avec l'IA, on se rend compte qu'on est vraiment dans une qualité d'assistant. Et puis tu disais, la clé, c'est le conversationnel. Alors, est-ce que 2024, ça va être, ça y est, Jarvis, pour rester dans la science-fiction, vous savez, c'est Jarvis, c'est l'IA d'Iron Man. Est-ce que c'est ça? Est-ce que finalement, on va parler avec Copilot, avec Bard, et puis on va lui demander plein de choses, y compris, et là on va parler peut-être d'un modèle spécialisé, de faire des actions, parce que là tu nous parlais de langage, tu nous parlais de visuel, mais finalement il faisait pas grand-chose. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de faire quelque chose? Ah bah oui, on va aller un petit peu plus loin, notamment avec les marketplaces d'assistants. Donc on l'a vu avec le GPT Store notamment, donc je vous en ai
je vais vous proposer une place de marché. Si vous avez un abonnement ChatGPT, aujourd'hui, vous pouvez aller dans la marketplace, c'est-à-dire dans cet endroit où vous avez les magasins d'agents. Donc, dans cette version simplissime qu'est aujourd'hui ChatGPT, avec son interface conversationnelle et avec cette boîte de dialogue où on vous dit vous voulez quoi, voilà, ils essaient d'agrémenter ça aujourd'hui avec des déclinaisons qui sont un petit peu plus simples à appréhender. Donc l'idée d'avoir des chatbots spécialisés pour pouvoir faire différentes choses. Donc c'est ce que propose aujourd'hui ChatGPT. Ça reste limité à des on va dire des initiés, parce que c'est pas si simple. Il faut trouver l'endroit où ils sont, il faut choisir son assistant, mais on va y venir petit à petit. C'est pas très grand public. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ce magasin d'applications, c'est plutôt pour, alors, tu disais des initiés, mais on va être peut-être un peu plus large. Alors, on va dire c'est des gens qui utilisent quotidiennement et professionnellement les outils numériques. Voilà. Ouais, et même au-delà. Donc, c'est vraiment réservé à des initiés. Donc, ça, c'est plutôt pour ceux qui ont envie de, non pas de manger le menu, mais de manger à la carte. Donc, ils vont aller choisir les agents qui correspondent le mieux à leurs besoins. Sinon, ce que l'on peut voir également, c'est l'apparition des premiers terminaux qui sont dédiés à ces histoires d'IA générative et d'assistants numériques. Donc, on l'a vu, là, c'est ce que je vous montre à l'écran. On a ces deux exemples, en fait. D'un côté, Humani avec son petit pins que l'on porte. De l'autre, le R1, le Rabbit, donc cette espèce de mini smartphone. Là, c'est intéressant parce que autant en 2022, 2023, l'essentiel de ce qu'on faisait avec les IA génératives, c'était de manier des contenus textuels, contenus visuels. Autant là, on est sur des modèles qui vont permettre de réaliser des choses. Donc, ce n'est pas des modèles de langage, ce n'est pas des modèles de vision, c'est ce qu'ils appellent des modèles d'action. Donc, vous allez par exemple montrer, je ne sais pas moi, un menu, il va vous le traduire et il va vous demander qu'est-ce que vous voulez commander et il va le commander à votre place. Donc, voilà, le petit pins ou le petit gadget va s'exprimer à votre place. Ou alors, je ne sais pas moi, vous allez montrer une voiture et il va vous dire ok, cette voiture, tu peux la louer. Est-ce que tu veux que je fasse la réservation? Oui, on y va. Ou alors un hôtel, hop, vous montrez l'hôtel, voilà les tarifs. Est-ce que tu veux réserver? Oui, je veux réserver, crac, et il va le faire à votre place. Donc là, on va aller un cran plus loin. Petit à petit, en fait, on complète l'arsenal des IA génératives. Donc jusqu'à présent, on s'en servait pour manipuler du texte. Après, on a manipulé des images. Après, on a manipulé du son. Voilà. Petit à petit, on va aller vers leur faire réaliser des tâches de plus en plus sophistiquées. Alors là, en tout cas, c'est la promesse. C'est ça. Et ce que tu viens de montrer, c'est pas le futur, c'est déjà le présent. Hein. Ah oui, complètement. Le Rabbit R1, l'IA Pin de Human, ce sont des devices qui existent déjà. Alors, oui, tout à fait. Ils sont encore, on va dire, à un stade encore bébé. Voilà, si on devait dire, on devait encore une fois faire une métaphore, c'est encore des bébés. Ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ça grandit vite. Bébé grandit vite. Imaginez-vous que ça ne fait qu'1 an et demi que ChatGPT est dispo. Donc là, on en est à l'iPhone 2. Vous imaginez, l'iPhone 2, c'était à peine le début. C'était, voilà, il me semble que l'iPhone 2, il n'était pas encore compatible avec la 3G et c'était que le début de l'App Store. Donc regardez le progrès qui a été fait depuis. On en est là aujourd'hui avec les IA génératives. Donc c'est vraiment que le début. Là, aujourd'hui, on essaye de proposer plus d'agents à travers les agents de store et on va aller surtout vers des choses de plus en plus sophistiquées, mais là ça va demander un petit peu de travail parce que autant ce que propose ChatGPT, donc les custom GPT, donc c'est de concevoir son chatbot. En fait, c'est pas vraiment le concevoir, c'est le paramétrer, c'est qu'on va on va définir un certain nombre de paramètres pour faire en sorte qu'on spécialise le chatbot. Par exemple, pour créer des recettes de cuisine, par exemple, pour philosopher, par exemple, pour faire de la méditation assistée. On va simplement lui donner un certain nombre d'instructions pour qu'il limite son utilisation à ça. Mais on a la possibilité d'aller un petit peu plus loin
avec des environnements de développement, avec des langages de programmation, notamment LangChain, notamment des frameworks comme Cohere, par exemple, qui permettent de créer, là pour le coup, des agents intelligents beaucoup plus sophistiqués pour pouvoir leur faire des choses plus précises, notamment de la recherche sur le web, c'est ce qu'on appelle les systèmes de RAG, c'est Retrieval Augmented Generation, c'est qu'on va programmer en fait un agent pour qu'il aille sur Internet chercher de l'information ou qu'il aille interroger une base de données pour rapatrier de l'information, mais ça il faut le coder. Ou alors, encore une fois, des frameworks plus complexes où on va imposer une façon de raisonner avec différentes étapes, des informations en entrée, des traitements, des informations en sortie qui vont s'enchaîner. Donc, on va créer des applications au sein de ces intelligences artificielles. Et ça va venir en 2024. Donc, la possibilité de créer et d'exposer ces applications à travers des marketplaces, donc des magasins d'agents intelligents. Donc, bon, si on te suit bien, en fait, l'année 2024, ce sera encore une fois l'année IA, encore plus peut-être même l'année IA. On va prolonger, oui. Alors, on fait juste un petit aparté parce que donc tu nous as présenté effectivement ces devices dopés à l'IA. On se pose la question de l'avenir de nos pauvres smartphones parce qu'enfin aujourd'hui nos smartphones rythment nos vies personnelles, professionnelles, ils sont incontournables, on peut pas s'en passer, regarde, ils sont là et voilà, dès qu'on est loin d'eux on sait pas quoi faire, mais finalement à horizon, allez, on va dire 5 ans, 10 ans, que vont-ils devenir ces smartphones? Est-ce qu'ils vont disparaître? Est-ce que ça va être intégré, tu vois, sur des interfaces effectivement en réalité augmentée? Comment on peut imaginer ça? On dépasse 2024. À 5-10 ans, j'en sais rien, parce que c'est très compliqué de se projeter dans le futur. Ce qui est certain, c'est que l'objet va rester, puisque un smartphone, c'est quand même le terminal qui nous permet d'interagir, c'est la porte d'entrée en fait vers une infinité de contenus et de services, à travers des applications mobiles que l'on trouve sur des places de marché d'applications mobiles. Le futur proche, donc 2024, c'est qu'on ne va pas aller chercher des applications, on va aller chercher des agents. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut installer ChatGPT, on peut installer Copilot sur son smartphone. Donc peut-être que en 2024, c'est ça qu'on va faire. C'est qu'on va remplacer des applications par des agents intelligents qui vont nous permettre de faire ce qu'on faisait avant dans des applications, sauf qu'il fallait trouver l'application dans l'App Store, il fallait l'installer, la paramétrer, apprendre à s'en servir. Là, la finalité sera le même. J'ai besoin de réserver une voiture, de louer une voiture, j'ai besoin de réserver une chambre d'hôtel, sauf que on va pas le faire en installant l'application Booking ou je sais pas, TripAdvisor, on va le faire en installant ChatGPT ou Copilot ou Bard et qui va le faire pour notre place. Donc le smartphone va rester, ou le terminal va rester parce que c'est ce qui nous sert à communiquer, mais voilà, c'est plus la pression va plus être sur les applications mobiles. Merci Fred. Alors on avait une question, on a plein de remarques et de questions dans le chat. On avait Seb qui nous disait, qui nous parlait des IA multimodales. Alors l'IA multimodale, c'est le modèle Gemini. Voilà. Les IA multimodales, en fait, c'est celles qui combinent différents modèles spécialisés. Multimodales, ça veut dire qu'en entrée, elles peuvent comprendre du texte, des images, du son, et en sortie, elles peuvent générer texte, images et son. C'est simplement qu'on combine plusieurs modèles spécialisés entre eux. Mais là, forcément, c'est plutôt à la portée des gros, hein. C'est plutôt les GAFAM, quoi. Plus vous avez de modèles, et plus ça consomme de l'énergie, plus c'est compliqué à entraîner. Donc oui, c'est une histoire de gros sous. Donc oui, complètement. C'est tout à fait ça, c'est réservé aux plus gros. Bon, on peut aussi évoquer les services verticalisés dopés à l'IA. Complètement. Notamment, tu vois, e-avocat. Tu vois, le fait effectivement que à partir d'une technologie de masse standard, et bien en fait on arrive à faire des services et des applications hyper spécialisées. E-avocat, c'est quoi? C'est tu lui passes tous les textes de loi, toute la jurisprudence, tu le moulines, hein, tu fais un petit LLM maison, et puis ensuite ça te fait une interface de conseil. Oui, complètement. On va en voir un certain nombre, donc on va pas appeler ça des intelligences artificielles, on va dire, verticalisées, parce que le modèle de fondation est le même. Simplement, on va restreindre leur utilisation à un corpus, une thématique bien précise. Donc, ça peut être le droit,
ça peut être l'art, ça peut être la littérature, ça peut être tout ce que tu veux. Et effectivement, on va l'associer à un service en ligne qui permettra d'interagir plus facilement, puisque encore une fois, c'est la clé, ce sont les interfaces. ChatGPT, il peut vous répondre pour vos problèmes juridiques simplement. C'est très intimidant d'arriver avec cette boîte de dialogue qui vous dit vous voulez quoi. Voilà. Peut-être qu'il faut effectivement une interface qui permette de dire explique-moi quel est votre problème, est-ce que vous êtes plaignant, est-ce que vous êtes victime, est-ce que vous êtes. Voilà. En tout cas, c'est que le début, on est d'accord. Oui, alors Seb dans le chat aussi nous parlait des GPTs, qui sont effectivement la possibilité que donne ChatGPT quand on est en version payante de pouvoir créer son propre chat. Donc tu dis sur les recettes de cuisine, donc tu peux te faire une interface recette de cuisine via un GPTs, mais ça peut être aussi notre e-avocat. Et donc là, d'un point de vue business, c'est en fait à partir de ce service de masse pouvoir proposer à des gens malins et qui ont du temps aussi, parce que faut les entraîner quand même, ces GPTs, des services qui correspondent à des besoins ou créer des nouveaux besoins. Et donc à ce moment-là, en fait, c'est le dernier kilomètre. C'est la science du dernier kilomètre. On a une analogie intéressante avec le cloud computing. C'est que on a mis 10-15 ans à créer une architecture gigantesque pour pouvoir proposer des ressources informatiques à qui en a besoin. C'est ce qui permet notamment à une infinité d'applications en ligne de tourner, c'est qu'elles s'appuient sur les infrastructures des autres, que ce soit Amazon, Microsoft, Google ou autres. Mais là, c'est pareil. On a des éditeurs qui créent des modèles de fondation ou des modèles spécialisés et qui les mettent à disposition avec des services qui vont venir les exploiter. Ça peut être e-avocat, ça peut être d'autres, mais voilà, c'est ça l'idée. C'est en 2023, on a créé, 2020, 21, 22, 23, on a créé l'architecture, donc les modèles de fondation, et maintenant les services vont venir se greffer par-dessus. Et donc ça veut dire que, en fait, on peut gagner sa vie grâce à l'IA sans forcément être un ingénieur informatique et être on va dire un créateur d'IA. C'est simplement comprendre ce qu'est l'IA, donc c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est ce que c'est de faire toi aussi, Fred. Là, t'es peut-être un peu plus réservé. Non, parce que c'est comme si tu me disais, aujourd'hui avec le no-code, n'importe qui peut créer un site web, une appli mobile et gagner des milliards. Oui, effectivement, on peut créer une appli, mais c'est compliqué d'avoir une application qui soit pertinente, qui réponde à un besoin, que l'on puisse facturer. Donc effectivement, avec les custom GPT, on peut se créer son propre chatbot, mais de là à avoir un chatbot qui soit connu du grand public, parce qu'il y a un problème d'acquisition, et qui apporte une proposition de valeur suffisante pour justifier une facturation, là, ça devient compliqué. Ok, donc c'est des questions marketing. En fait, on en revient au métier de base, qui est finalement, c'est pas le fait d'avoir la meilleure solution ou le meilleur service, c'est de réussir à le faire connaître. C'est du pur marketing, à savoir quel est le problème que vous essayez de résoudre. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui qui n'est pas résolu, que l'on peut adresser avec une intelligence artificielle générative ou pas, et surtout comment le faire, comment faire pour apporter une solution qui soit simple, puisque encore une fois, ChatGPT, c'est pas tout le monde qui peut le manier, l'interface conversationnelle elle est complexe, donc une solution qui soit simple à prendre en main et une solution qui soit connue du grand public. On va avoir un gros problème de découverte. C'est qu'il faut le faire connaître, ce service. Ouais, et puis là, on va être dans un certain Far West, parce que finalement, on va avoir énormément d'IA, en tout cas de services qui vont proposer exactement la même chose, et puis ça va être aux premiers qui vont réussir justement à gagner cette bataille de la notoriété de l'acquisition. Regarde sur les 10 dernières années le foutoir que ça a été pour faire connaître son application mobile et pour faire en sorte que son appli mobile ressorte avant les autres dans l'App Store. Là, ça va être rigoureusement la même chose. Il va falloir déployer une énergie considérable pour faire connaître son agent intelligent et pour le rendre accessible, visible au plus grand nombre. Alors on a Mehdi dans le chat qui nous dit, alors finalement, peu importe le nom des IA qui sortent et l'entreprise qui en est propriétaire, la base de données qui fournit le contenu d'entraînement et la réponse, finalement c'est la même pour tous. On a un nombre restreint de fournisseurs d'infrastructures. Tout comme aujourd'hui, vous avez un nombre restreint de sociétés qui fournissent du cloud de très bonne qualité. Encore une fois, c'est Amazon, c'est Google, c'est Microsoft, c'est OVH. Voilà. On a un nombre restreint de fournisseurs de modèles de fondation ou de modèles spécialisés. Voilà. On
en a une petite vingtaine de très grande envergure. Après, sinon, il en existe beaucoup d'autres, mais effectivement, l'infrastructure est la même. Ce qui va changer, c'est quel est le service que vous rendez et surtout quelle est l'interface qui va vous permettre d'interagir avec ce service. On a Seb également dans le chat qui nous dit, sans parler d'argent, finalement c'est très utile au sein d'une entreprise d'avoir des chats GPTs. Je vais le reformuler différemment, Seb, c'est 2023, en tout cas premier semestre 2023, il y avait cette question, notamment au sein des grandes entreprises, de se dire, oulala, qu'est-ce qu'on va faire de ces IA génératives et de ChatGPT? Est-ce qu'on autorise, est-ce qu'on interdit? Parce qu'il y a la question des données. C'est que forcément, si tu donnes à ChatGPT toute la documentation technique, tu vois, de ta boîte ou ta donnée, bah, forcément, t'en es plus propriétaire puisque elle part quelque part. Alors oui, d'accord, t'as la réponse à ta question, mais ensuite, tu la nourris avec des données confidentielles. La réponse à ça, deuxième semestre 2023, ça a été de pouvoir créer, entre guillemets, des marques blanches, de pouvoir donner à des grandes entreprises leur propre ChatGPT et pour ChatGPT, en tout cas via chez OpenAI, la clé, ça a été Microsoft. Ça a été en fait d'intégrer au sein des outils Microsoft, notamment 365, la possibilité de pouvoir installer son propre ChatGPT. Et ça, j'ai envie de dire, c'est imparable. Parce qu'en fait, c'est $1 pour une entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu lui rajoutais PowerPoint. Tu vois, très belle arnaque. C'est une très très belle arnaque parce que depuis la semaine dernière, vous pouvez souscrire à un abonnement pour Copilot Pro. Oui. C'est ce que j'ai fait. Donc effectivement, dans mon Word Excel, j'ai un petit bouton Copilot. Quand on clique dessus, ça ouvre un panneau. Quand on lui pose une question, il ne répond pas. Donc je suis très très en colère parce que j'ai payé. D'accord, j'ai payé 22 € pour l'abonnement mensuel pour un service qui ne fonctionne pas pour le moment. Donc méfiez-vous. Réfléchissez à deux fois. C'est alléchant sur le papier. C'est très alléchant, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, du moins pas en France. Ou alors, j'ai mal compris. Donc, ça fonctionnera à terme, mais voilà, sachez que vous le faites à vos risques et périls. Ce qui est certain, c'est que le boulot pour les entreprises aujourd'hui, ça va être d'essayer de trouver le problème auquel correspond cette solution. Donc, tout comme sur les années passées, il y a eu une immense pression médiatique parce qu'il fallait faire de la blockchain, il fallait faire du métavers. Donc, ah mince, c'est quoi notre stratégie blockchain? C'est quoi notre stratégie métavers? Bon, 2023, il faut faire de l'IA générative. Ah mince, c'est quoi notre stratégie? Allez-y, on lance des POC. Mais au fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Quel est notre problème au juste? Et là, effectivement, on a un petit travail d'introspection à faire au niveau des entreprises qui vont devoir reconnaître qu'il y a un problème. Il y a un problème d'infobésité, donc on a des fichiers qui se baladent dans tous les sens. On a un problème de communication avec un email, l'outil email qui est très mal employé. On a un problème de méthodologie avec des réunions qui sont nombreuses, qui sont mal gérées, mal tenues. Et là, l'IA peut ou ne peut pas apporter un début de solution. On verra. Disons qu'il y a eu des promesses très très fortes qui ont été formulées, mais qu'elles ne seront pas transformées parce que les entreprises sont avant tout confrontées à des problématiques structurelles sur leur façon de travailler. Alors Fred, il y a un commentaire là qui va te faire plaisir, parce que justement ça va dans ton sens. J'ai l'impression quand même que la technologie va vite, très vite, mais que sur le terrain, les gens sont encore loin de tout ça. Mais oui. Je le constate dans mes formations aux entreprises, donc c'est Seb qui nous dit ça. Il y a un décalage. Il va falloir vulgariser, éduquer, former. Finalement, c'est pas tout d'avoir des outils hyper performants qui vont vite, d'être dans une accélération. Si derrière les gens, c'est-à-dire les utilisateurs, ne suivent pas, ça sert pas à grand chose. Mais on a un décalage qui est gigantesque aujourd'hui. Vous avez, je crois, si je dis pas de bêtises, 1 salarié sur 2 qui éprouve des difficultés pour dans ses tâches courantes. Ne serait-ce que gérer ses emails, bien les trier, bien rechercher, gérer les fichiers, parce qu'on leur a dit du jour au lendemain, non, maintenant c'est fini, hop, tout se passe sur le cloud. Toutes ces personnes... j'ai Copilot, Fred, j'ai Copilot. Copilot, il va me ranger, il va pas le faire pour vous, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Non, mais ça c'est... Pour moi, c'est une catastrophe annoncée. On empile des outils qui sont toujours plus sophistiqués auprès d'une population qui n'est pas formée, qui n'est pas sensibilisée et qui subit un énorme stress. Parce qu'il y a de la souffrance en entreprise.
tous ces salariés à qui on explique que c'est des gros ringards parce qu'ils ne savent pas se servir de ChatGPT. Déjà que l'an dernier, c'était des ringards parce qu'ils ne comprenaient pas le métavers, que l'année d'avant, c'était des ringards parce qu'ils ne connaissaient pas la blockchain. Au bout d'un moment, ça finit par peser et on a une vraie souffrance en entreprise de ces salariés qui se disent bah, « je suis nul ». Je comprends rien au numérique, je suis nul. Non, vous n'êtes pas nul. Simplement, on n'a jamais pris le temps de vous expliquer. Et puis simplement, on a des entreprises qui sont victimes d'un emballement médiatique et qui n'ont pas le recul pour dire on va y aller doucement sur le métavers, sur la blockchain ou sur ChatGPT. Quel est le problème qu'on essaye de résoudre? C'est quoi notre problème aujourd'hui? Ça, c'est la première étape. Et cette étape, elle est systématiquement grillée parce que vite, il faut lancer un POC. Vite, il faut faire comme les autres, en fait. Voilà. Ouais. Nous aussi, on est ChatGPT. Alors, tu parlais du métaverse. On a Roman, justement, qui nous dit, mais alors, le métavers, c'est fini? C'est pas du tout Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec le métavers? Il s'est fait IAiser. Pas du tout. Disons que le concept, le terme de métavers est passé de mode. Par contre, les usages sont toujours là. Vous avez des centaines de millions de joueurs qui sont sur Fortnite, sur Roblox, et ça, tout se passe bien. Vous inquiétez pas pour eux, voilà, tout se passe bien. Si vous voulez comprendre le métavers, retournez sur Fortnite. Le trimestre dernier, ils ont lancé une mise à jour majeure. Fortnite, c'est pas que le jeu où on se tire dessus. Voilà, je te cours après, tu me cours après, on se tire dessus. C'est devenu une plateforme de divertissement numérique. Aujourd'hui, on peut faire de la musique, on peut construire des Lego, on peut faire tout un tas de choses différentes. Vous voulez comprendre le métavers? Retournez sur Fortnite. Ah, exactement. Voilà. Non, mais effectivement, c'était là aussi pour la blague, c'est que le métavers n'est pas passé de mode. C'est que, on va dire, dans le traitement médiatique, c'était plus évident d'aller vers l'IA parce que c'est aussi un peu plus concret. Là où le métavers, même si on en voit déjà, on va dire, les prémices de ses promesses, l'avènement du métavers, il est annoncé à 10 ans. Voilà. Et aussi parce qu'il a été caricaturé. Ouais, et puis ça a été caricaturé avec aussi on va dire les devices. C'est vrai que les casques de réalité virtuelle, ils sont toujours pas au point. Alors ça va vite là aussi, hein, mais bon, ça fait mal à la tête, c'est lourd, ça rajoute encore les outils. L'objectif, c'est de s'en passer. C'est ça aussi. Je ne sais pas quel est l'objectif. L'objectif, c'est de proposer des expériences différenciantes. Voilà, c'est tout. C'est que ça fait 70 ans qu'on a des écrans à 2 dimensions. Oui. Si on veut aller vers des expériences différenciantes, plus immersives, bah, ça passe par des nouveaux terminaux, donc les casques de réalité virtuelle ou de réalité mixte, et ça progresse très vite. On a franchement des offres de très bonne qualité, un excellent rapport qualité-prix pour le Quest de Meta, une excellente qualité pour le Vision Pro d'Apple, mais à un prix très élevé. Ouais. Ça progresse bien. Ça progresse bien, mais alors là, on a un peu effectivement, on a un peu sorti de l'IA. Ça fait pas partie de tes prédictions pour 2024. A priori, 2024 ne sera pas l'année métavers. Pas encore. On y est déjà, encore une fois, le métavers, c'est un concept. Donc, on a beaucoup philosophé autour de qu'est-ce que c'est que le métavers et qu'est-ce qu'on attend du métavers, alors que là, sous nos yeux, on avait ces environnements virtuels immersifs dans lesquels on passe 2-3 heures par jour. C'est Fortnite, c'est Roblox, on les a, ils sont devant nous. Simplement, on ne regarde pas au bon endroit. Bon, peut-être qu'effectivement, on fera un talk MBMC en 2024 sur Fortnite. C'est peut-être ça. Non, mais le sujet est complexe. Que ça soit le métavers, que ce soit le Web3, que ce soit l'informatique spatiale, tout ça sont des sujets complexes qui méritent, on va dire, un sujet à part entière. En tout cas, sur l'IA, je pense que le message le plus important, c'est que oui, le potentiel est là, mais on parle d'un potentiel qui va être délivré sur le moyen ou le long terme. Reprenons l'analogie du cloud computing, souvenez-vous de ce qu'on racontait au début des années 2000. Ah, le cloud computing, les API, tout ça, ça va être la révolution. Ça l'a été. Aujourd'hui, c'est une approche radicalement différente de l'informatique. On ne conçoit plus du tout des logiciels ou des services de la même façon parce qu'aujourd'hui, on a ce cloud, on a la conteneurisation, ce genre de choses, mais on a mis 20 ans. L'IA, c'est la même chose. Ça va changer de façon radicale notre approche de l'informatique, mais on mettra 10 ou 20 ans. Donc voilà, c'est pas une révolution qui va avoir lieu du jour au lendemain. On va y venir petit à petit, lentement mais sûrement. Alors, on arrive
progressivement, hein, subrepticement vers la fin de notre talk. On va quand même terminer en parlant de la réglementation. Parce qu'il y a un sujet de régulation des IA. Si 2023, ça a été on ouvre les vannes, 2024, dans tes prédictions, c'est on va peut-être progressivement les refermer ou en tout cas essayer de faire un peu plus attention. Ah ben on va carrément essayer de cadrer, puisque voilà, on a aujourd'hui tous les grands gouvernements, que ça soit voilà, les États-Unis, la Chine, l'Angleterre, l'Union européenne, qui ont sorti en catastrophe un début. Alors, c'est pas des lois, c'est des frameworks, donc c'est des cadres législatifs pour essayer d'encadrer tout ça. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, ce que je partage, c'est en gros ce qui est prévu dans l'IA Act européen et ce à quoi se conforment les grands acteurs aujourd'hui de l'IA générative. Donc c'est pas gagné. Ce qui est certain, c'est que on a cette vision très Far West d'OpenAI qui a mis sur le marché un produit sans aucun garde-fou, qui est ChatGPT, et qui veut avancer à toute vitesse. Et on a le régulateur qui dit, mais attendez, non, ça se passe pas comme ça, on va essayer de cadrer tout ça. Vraisemblablement, ce qui va arriver, c'est la notion de responsabilité, donc à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les contenus générés, qui en possède les droits, et c'est également la notion de transparence avec l'idée de know your data. Vous savez, dans le domaine bancaire, il y a know your customer, donc on exige de savoir d'où vient l'argent. Ben là, on va exiger de savoir d'où viennent les données. Donc en gros, avec quel contenu ont été entraînés les modèles, on va exiger plus de transparence de la part des fournisseurs d'IA générative, et je pense que ça va être une bonne chose. Alors c'est un mot qu'on trouve plutôt dans la grande distribution ou dans l'agroalimentaire, c'est la traçabilité. Pour l'instant, sur la traçabilité, on en est loin hein, avec l'IA. Plus ou moins. Parce qu'aujourd'hui, 80% en fait des données qui ont servi à l'entraînement des machines, ce sont des corpus qui sont open source, qui sont issus du milieu universitaire. D'accord ? Ce sont des choses comme le OpenCrawl, c'est des choses comme ThePile, c'est des choses comme Book3. Tout ça, ce sont des corpus documentaires qui sont librement accessibles. Vous pouvez les prendre et vous pouvez entraîner vous-même votre modèle. Le problème, c'est que tant que ces jeux de données d'entraînement étaient utilisés pour faire des expérimentations dans les universités, ça posait problème à personne. À partir du moment où on en fait un business, comme c'est le cas par exemple pour ChatGPT, hein, qui fait $1 milliard de chiffre d'affaires, on commence à s'intéresser d'un peu plus proche à qu'est-ce qu'on retrouve dans ces jeux de données open source ou prétendument open source. Et là, on a un problème. On a un problème parce qu'on va retrouver Wikipédia, par exemple, ok, soit, mais on va retrouver aussi un certain nombre d'articles qui ont été publiés par des journaux sur leur site web, donc ça, c'est pas possible. On va retrouver, par exemple, Harry Potter, on va retrouver voilà, un certain nombre de livres qui ont été numérisés, et là, on se dit, ben non, il y a des ayants droit, ça, c'est pas possible. Et là, on est face à une vraie bombe à retardement, c'est qu'on a très, très peu de transparence. Les seuls qui jouent le jeu, c'est Adobe. Adobe, ils ont lancé leur offre qui s'appelle Firefly. Les contenus d'entraînement sont extraits de leur propre base, qui est voilà, une base qui s'appelle voilà, une communauté en ligne et une base d'images dont ils ont les droits. Donc, c'est les seuls aujourd'hui à avoir des données d'entraînement qui soient cachères quelque part. Pour les autres, aujourd'hui, c'est le mystère. Donc, Gemini de Google, on ne sait pas. GPT-4, on ne sait pas. Ils n'ont pas communiqué dessus, mais on sait que c'est problématique. Enfin, ils seront attendus en tout cas en 2024 sur ces sujets. Et c'est un peu ce que tu dis aussi dans ton article, c'est que peut-être que 2024, en fait, ce sera la fin de la lune de miel médiatique pour l'IA générative, avec un retour de balancier. Donc là, on était dans l'effet, waouh, c'est exceptionnel, ça va tout changer. Et c'est vrai, ça va tout changer. Mais, et là, c'est le mais. Et il faut qu'on parle des mais. Alors, quelles sont ces dérives ? T'en as listé 4. Quelles sont celles qu'il faut qu'on surveille particulièrement parce que il y en a certaines, et notamment 2024, c'est une année d'élection, notamment aux États-Unis. Ce sont des dérives qui ont un impact direct sur la façon dont fonctionnent nos sociétés, et en particulier les démocraties. On a des dérives notamment sur l'utilisation du deepfake, donc l'hypertrucage, le fait de dire on va créer des faux contenus pour essayer de manipuler l'opinion. Donc ça, on commence à le voir déjà avec des fake news, avec des fausses images, avec des fausses vidéos, avec des faux appels, parce qu'on a vu ça la semaine dernière aux États-Unis. Hein, ils ont reproduit la voix de Joe Biden dans certains États, là où sont votées les primaires. Donc
Ça, c'est fait de façon assez grossière, mais on va le voir de plus en plus. Et puis, on a des dérives qui sont un petit peu plus insidieuses, notamment sur des modèles dont on ne connaît pas l'alignement politique. On sait par exemple que ChatGPT, il est aligné plutôt sur une visée de gauche, d'accord? Tu Donc veux dire que ChatGPT, il est démocrate? complètement, ah ben plus que ça même. Mais ChatGPT, c'est une entreprise, on va dire, c'est une entreprise privée. On a Oui. également des modèles open source qui sont édités par des gouvernements, notamment Falcon, qui est un modèle open source qui a été créé par les Émirats arabes unis. Donc Falcon, il est très très bien. Par contre, posez-lui la question de savoir s'il y a une opposition politique dans les Émirats, il va vous dire ah non, alors là, le prince, comme ça. Donc on a cette façon de manipuler l'opinion à travers les réponses que peuvent fournir, parce que de toute façon, les modèles sont alignés sur, on va dire, des visées politiques ou un certain discours. Et ça, Donc, encore une fois, on va avoir besoin d'un peu plus de transparence par rapport à ça. donc il y a les deepfakes, donc effectivement la création de contenus vraisemblables mais complètement faux, qui sont en Oui, fait à la portée de tous. Donc en oui. fait la question c'est pas tellement euh, les utilisateurs, c'est plutôt de restreindre la technologie qui permet de le faire, ou en tout cas d'empêcher. Ça me semble illusoire de le restreindre, on ne pourra pas l'empêcher. On est d'accord. Donc on n'a pas de solution. Alors désolé parce que c'est vrai que effectivement c'est la partie où en fait on pointe des dérives, mais pour l'instant en tout cas les solutions clés en main elles n'existent pas encore. La Dans le solution, c'est cadre, l'éducation. Il faut ouais. éduquer les gens à voilà, tout ce qui est sur Internet, sur Twitter ou TikTok n'est pas forcément vrai. Faites confiance aux professionnels, faites confiance aux journalistes. En théorie, eux font leur boulot. Ils vérifient les Oui, sources. donc c'est ça, tu parles effectivement du traitement de l'information et des médias, et donc effectivement il y a la question du journalisme. Hein, euh, voilà. Est-ce que les IA génératifs sont des journalistes? Bon, la réponse est évidemment non, mais Bon, c'est des outils. voilà. Tu nous parles aussi de l'intégration de modèles génératifs dans tout et n'importe quoi. Ben oui, Effectivement, le fait de mettre de l'IA génératif dans tout et n'importe quoi, ça veut dire quoi ça? on l'a vu au CES. Au CES, tous les gadgets qui étaient présentés il y a 2 semaines, ils faisaient tous de l'IA. Donc, encore une fois, on a une solution pour laquelle on n'a pas encore trouvé le problème. Donc, dans le doute, on la met un peu partout et n'importe quoi, sauf que elle consomme de l'énergie, et l'énergie, on en manque. Donc, il va Ouais, falloir on va dire c'est la gadgetisation de l'IA. C'est complètement. se reposer la question de se dire est-ce que c'est vraiment utile de mettre de l'IA Eh oui, là-dedans? Ouais. oui. Et la quatrième dérive que tu pointes, là c'est effectivement plutôt économique, c'est lié donc à l'emploi et en l'occurrence au licenciement sur des entreprises qui vont anticiper des gains de productivité grâce à l'IA et donc ils vont Mm. licencier, mais Ouais. finalement ces gains ne seront pas Ouais. forcément effectifs, ou en tout cas pas aussi rapides et extraordinaires que ce qu'imaginaient les dirigeants. Ouais, là, on va avoir un problème parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de promesses qui sont faites sur les gains de productivité. Soi-disant, ça fait gagner 30 à 40% de productivité. Ah, ok, dans ce cas-là, je licencie 30 à 40% Mm. de ma force de travail et j'économise autant de salaire alors que j'aurai la même capacité de production au final. On a des licenciements anticipés qui arrivent, surtout aux États-Unis, mais ça, on l'a vu en France, notamment avec cette agence de presse, de relations presse. Méfiez-vous de tout ça. Il faut qu'on se méfie parce que, encore une fois, tant que vous n'avez pas essayé l'intelligence artificielle dans votre travail au quotidien, vous ne pourrez pas évaluer sa pertinence. Mm, mm. Donc, un ChatGPT, oui, ça peut générer du texte, oui, ça peut synthétiser du texte, oui, ça peut générer des images. Est-ce que c'est ça votre travail? Votre travail, c'est rédiger, synthétiser, créer des images? Ah bah non, moi je suis comptable, moi je suis responsable de clientèle, moi je suis... alors, voilà. Là, dans ce dont tu parlais, effectivement, donc, on va dire l'actu en ce sens hein, qui nous interpellait, c'était en septembre dernier, donc une agence de presse qui s'appelle Onclusive, Oui, si je me oui, trompe c'est pas, ça, oui. ça basé à Courbevoie, donc qui a effectivement anticipé hein, l'intégration de l'IA dans ses services et qui a licencié donc sur ses 380 employés, il y en a 200 S'ils qui travaillaient à l'ancienne, donc s'ils faisaient des revues de presse à l'ancienne, à la main, tous les matins, peut-être qu'effectivement, on peut automatiser tout ça.
On verra quel impact ça va avoir sur les clients de l'agence qui vont se dire finalement c'est pas aussi bien fait que quand c'était fait par mon chargé d'affaires favori. On verra. En tout cas, ça c'est un cas de figure. Attention à ne pas se laisser embarquer là-dedans, attention à ne pas croire à toutes les promesses qui sont formulées parce que tant que vous n'aurez pas testé, vous ne pourrez pas évaluer le réel potentiel. C'est ça. Alors, et Fred, peut-être en conclusion de ce point-là, avant la conclusion de notre talk, il se trouve que donc cette entreprise inclusive avait été rachetée en 2022 par un fonds américain. Il n'y a pas de hasard. Non, effectivement. Bon, là, effectivement, j'ai l'impression qu'on a un petit peu, tu vois, calmer l'ambiance. C'était pas du tout notre objectif, mais bon, il fallait quand même en parler parce que on est en tout cas, Fred et moi et vous aussi, évidemment, plutôt enthousiaste vis-à-vis de l'IA et on va dire du verre à moitié plein, mais il faut quand même qu'on parle aussi du verre à moitié vide parce que là aussi il y a des sacrés défis à relever. Est-ce qu'on peut terminer donc en guise de conclusion de ce talk, parler des évolutions attendues? Tu nous parles notamment de la forte concentration des investissements et donc peut-être sur en fait cette fausse concurrence qu'il y a entre les GAFAM, parce qu'on croyait que les GAFAM, tu vois, étaient dans la course à l'armement. Est-ce qu'il n'y a pas une paix des braves, en tout cas une paix des gros, pour se dire, bon, mais finalement, on fait tous un petit peu la même chose et on va artificiellement continuer à développer des marques et des produits différents, mais on va surtout s'allier pour être encore plus fort. Alors, ils sont au-delà de ça, donc je ne suis pas certain qu'un Google s'allie à un Microsoft qui s'allie à Amazon. Ce qui est certain, c'est qu'ils vont profiter de leur gigantesque réserve de cash, de leur infrastructure technique, de leurs équipes pour pouvoir, encore une fois, participer pleinement à cette course à l'armement et faire en sorte d'injecter de l'IA dans tous les services de notre quotidien. Donc, que ça soit Google avec Duet, que ce soit Microsoft avec Copilot, que ce soit Meta avec Llama qui va être présent dans Facebook, dans Messenger, dans WhatsApp et ainsi de suite. Donc, ça va continuer. Donc, il va y avoir encore toujours plus d'argent, plus de moyens et plus d'attention qui sera concentrée sur le sujet. Ça va faire un cocktail explosif. Et puis, donc là, de ces GAFAM, les énormes réserves de cash que les entreprises ont. Et il en faut du cash. Et il en faut du cash, notamment pour acheter les petits acteurs innovants. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de Mistral, qui n'est pas si petit que ça, mais c'est forcément à côté d'un Google ou d'un Amazon, c'est tout petit. Mais Mistral, ils valent, je crois, 2 ou 3 milliards de dollars. WhatsApp, ils l'ont racheté pour 20 milliards. Donc, ça reste une proie facile, très facile. Donc c'est ça la concentration aussi. Tu nous dis que il y a un énorme casse-tête pour limiter les problèmes que tu penses insolubles d'hallucination des IA. C'est quoi cette hallucination des IA? En fait, le truc, c'est que les IA génératives, elles fonctionnent sur la base de calculs statistiques. C'est-à-dire, par exemple, pour générer du texte, ce sont des systèmes qui vont générer les mots les uns à la suite des autres en se disant quel est le mot qui a le plus de chances de correspondre à ce qu'il veut. Donc voilà. De ce fait, parfois, les modèles génératifs inventent des choses. Oui, parce qu'ils n'ont aucune conscience. Voilà, c'est tout. Et parce qu'en fait, il doit répondre. En fait, sa mission, c'est de donner une réponse. Donc, même si la réponse est complètement hallucinée, il va te la donner. Il donne la réponse qui est statistiquement la plus probable. C'est une excellente réponse, ça. C'est un défaut qui est inhérent à ces modèles-là. On ne pourra jamais résoudre ce souci de... voilà, c'est pour ça que les modèles génératifs ne savent pas compter. Ils savent générer, ils savent très bien maintenir des contenus textuels, des contenus, mais ils ne savent pas gérer les chiffres. C'est parce qu'en fait, ils inventent. Si vous leur dites 4 plus 4, statistiquement, quand je regarde à droite et à gauche, la réponse la plus probable, c'est 8, mais ils n'ont pas fait le calcul. Fred, comment on fait pour rester à la page et ne pas être largué? Parce que c'est aussi ça un peu, tu vois, la peur qu'on a, c'est de se dire, oulala. Il faut y investir du temps et de l'énergie. Il faut un minimum de discipline pour essayer de pas être largué par rapport à tout ça. Faut pas paniquer en se disant ça va pas être la révolution du jour au lendemain, mais comme le cloud computing, comme voilà d'autres changements majeurs. Le bouleversement, il va être lent, mais certain. Il ne faut pas abandonner. Voilà, il faut s'accrocher, il faut aller tester les services pour voir à quoi ça ressemble. Je croise beaucoup trop de personnes qui sont impliquées dans le sujet, mais qui ne testent pas. Donc, c'est bien dommage.
Et voilà, c'est important de tester pour se faire sa propre opinion et pour petit à petit se familiariser avec l'idée que voilà, l'IA va être de plus en plus présente dans notre quotidien. Ça va bien se passer, simplement il faut pas refuser. Bon, mais écoute, en tout cas, Fred, c'était une nouvelle fois un vrai plaisir de t'avoir avec nous ce matin. Donc, tu n'étais pas une IA, en tout cas, ou alors tu étais vraiment très très bien fait. Tu étais Ouais, un les malines. deepfake très très bien fait. Pour suivre ton actualité, bien sûr, c'est sur ton blog, donc fredcavazza.net, mais pas que, sur Tiens, tes réseaux sociaux. Ah, tu vas-y. veux un exemple de Oui. l'IA qui est de plus en plus présente dans notre quotidien? Donc, c'est bien moi qui suis devant l'écran. Par contre, il y a un floutage de mon arrière-plan. Ça, c'est de l'IA. Et il y a un lissage de ma peau. Voilà, j'ai une belle peau sans trop de cernes. Ça aussi, c'est de l'IA. Donc, non, effectivement, c'est bien moi, mais avec une petite touche d'IA dedans, simplement. On ne se rend pas compte parce que c'est une option qu'on a cochée. J'ai coché arrière-plan flouté, j'ai coché filtre. Voilà, Tu as le filtre Bonne Nuit. c'est ça, exactement. Et donc oui, Fred, je disais, pour suivre ton actualité, bien sûr, donc ton blog fredcavazza.net, mettez-vous des alertes à chaque fois qu'il y a des nouveaux articles, et puis tes réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, X, Oui. pardon. Vraiment, n'hésitez pas. Enfin, je veux dire, ajoutez, si c'est pas déjà le cas, Fred Cavazza dans votre veille, parce que tu le disais, hein, pour ne pas être largué. Alors bien sûr, il faut pas se mettre trop la pression, mais la clé, c'est la veille. Il faut se tenir au courant un minimum, effectivement. Essayer d'avoir la discipline de tester, de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Sinon, on perd du temps et de l'argent. Voilà. Parfait. On vous souhaite en tout cas à tous une excellente journée. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau talk MBMCI. Et Oui, puis, on retrouvera donc Fred en 2024 dans le cadre du MBMCI, puisque tu interviens dans notre formation, en plus d'être un de nos alumni, décidément. Et puis, on prend date aussi pour un talk spécial métavers. Voilà, il n'a pas dit son dernier mot, le métavers. non. OK. Au revoir à tous, merci. Bonne journée à tous.